Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est content déjà de vous voir si nombreux et nombreuses pour cette conférence de la Reine, cette deuxième conférence sur le thème des violences à Bétarame, donc la question de la fin de l'omerta autour des violences scolaires. Donc pour cette conférence, nous recevons Paul Vanier et Violette Spielbout. Merci d'être venus. Violette Spielbout, vous êtes députée du Nord de la 9e circonscription, du Nord au sein du groupe Ensemble pour la République et candidate pour la mairie de Lille en 2026. Et Paul Vanier, vous êtes député de la 5e circonscription du Val d'Oise, conseiller général d'Île-de-France, et vous siégez au sein du groupe de la France Insoumise. Donc vous êtes tous les deux co-rapporteurs de la commission d'enquête sur les modalités de contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires depuis le 5 mars, date à laquelle vous avez été nommé à ce poste. Et vous avez œuvré donc pendant 4 mois au sein de cette commission en menant des entretiens, des auditions, des enquêtes pour parvenir à la rédaction du rapport que vous avez publié en juillet. Donc, avant le début de cette conférence, j'aimerais rappeler que les thèmes qui vont être évoqués peuvent comporter des violences physiques et sexuelles commises sur des mineurs. Donc, à tout moment de la conférence, vous êtes bien sûr libre de sortir de l'amphithéâtre, si cela devient trop dur. Donc, je vais introduire tout d'abord ce sujet. Donc, cette conférence, elle a pour objet de parler des violences commises en milieu scolaire, mais également du manque d'encadrement par l'État des établissements privés sous contrat, qui est une problématique d'une envergure majeure en France, qui avait été jusque-là peu médiatisée et peu étudiée. Donc, un des points de départ de cette prise de conscience collective fut les événements survenus à Notre-Dame de Bétarame, donc un établissement privé sous contrat avec l'État, et où durant des décennies, des violences sur des élèves de cet établissement ont été commises et dénoncées, et malgré cela, il n'y a pas eu d'action mise en place par la direction de l'établissement ou encore l'éducation nationale. Donc, plus de 100 plaintes ont été enregistrées en février 2025 après la création d'un collectif de victimes. Et aujourd'hui, le nombre de plaintes s'élève à plus de 200, donc une affaire d'une importance majeure et qui a donné lieu en fin février 2025 à la création d'une commission d'enquête parlementaire exclusivement axée sur cette question des violences commises en milieu scolaire. Donc une commission d'enquête parlementaire, je le rappelle, a pour but de recueillir des informations sur des faits, mais également sur la gestion des services publics, en vue de soumettre un rapport au Parlement, en vue d'infléchir à l'action gouvernementale. Donc, au cours de cette commission qui a été fortement médiatisée, il y a eu une réelle prise de conscience autour de ces violences, que finalement l'établissement Bétarame n'était que l'arbre qui cachait la forêt, et que les violences et leur absence de prise en charge avaient un caractère beaucoup plus structurel qui en était soupçonné. Donc la conférence se déroulera de manière suivante. Dans un premier temps, nous allons poser des questions aux députés qui sont parmi nous, donc rapporteurs de cette commission d'enquête, Paul Vanier et Violette Spielbout. Et dans un second temps, il y aura un temps d'interaction et d'échange avec le public où vous allez pouvoir poser vos questions sur cette affaire. Donc Paul Vanier et Violette Spielbout, on va passer à la première question. Donc pendant des décennies, voire parfois pendant plus d'un demi-siècle, les encadrements violents ont pu sévir en toute impunité dans certains établissements, malgré des signalements, des alertes, même des révélations dans la presse. On pense à des unes de Libération dans les années 90. On pense donc dans ces cas-là notamment à l'établissement de Notre-Dame de Bétarame ou encore à l'établissement de Riaumont dans le Nord. Donc vous soulignez dans vos travaux de profondes défaillances dans le contrôle des établissements privés sous contrat. Donc première question, comment ces dysfonctionnements se traduisent-ils concrètement? Et deuxième question, comment expliquer selon vous la complaisance persistante des organes de contrôle de l'État à l'égard de ces établissements privés, notamment des établissements privés sous contrat catholiques? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et d'abord des mots de remerciement à la Reine pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici à Lille pour revenir avec vous sur les travaux de cette commission d'enquête avec Violette Spielbout. Et je veux vous remercier aussi de contribuer par cette réunion, par l'échange que nous allons avoir
à cette libération de la parole, en tout cas à faire avec nous en sorte que l'omerta ne recouvre pas très vite, tout de suite, cette question des violences qui est une question massive, une question qui concerne des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de victimes et qui concerne tous les enfants aujourd'hui qui sont scolarisés. Il y en a près de 12 millions scolarisés dans les établissements de notre pays, dont 2 millions, je veux le dire, dans les établissements privés sous contrat. Il y en a 7500. Et c'est une façon de commencer à répondre à cette question très importante, comment expliquer donc que ces violences, pendant si longtemps, n'aient pas été dites. Elles ont été dites par des enfants victimes, mais pas comprises, pas affrontées, et que pendant si longtemps, des criminels aient pu exercer des violences atroces pendant des décennies parfois sur des générations et des générations d'enfants. C'est une question qui est évidemment très, très lourde et dont la réponse est forcément complexe. Forcément, elle ne peut pas se réduire à une explication simple et unique. Et pour tenter de le faire, faut-il mobiliser à la fois des éléments de réponse qui reviennent aux enjeux locaux autour de ces établissements privés, sous contrat, particuliers, dans lesquels les enjeux de réputation sont extrêmement forts, parce que de la réputation de l'établissement privé vient aussi sa capacité à attirer des élèves, une clientèle scolaire, et que porter atteinte à sa réputation quand on est parent d'élèves, eh bien, c'est porter atteinte à l'établissement dans lequel on a fait le choix de placer ses enfants, c'est peut-être porter atteinte à soi-même. Comment comprendre que des parents, parfois informés de violences dans l'établissement où leurs enfants étaient scolarisés, eh bien, aient-ils persisté à laisser leurs enfants dans ces établissements? Il y a des singularités dans ces établissements privés sous contrat, du point de vue de la représentation des parents d'élèves, par exemple. Il n'y a qu'une fédération de parents d'élèves dans les établissements privés sous contrat, à la distinction des établissements publics, où il y a un pluralisme de la représentation des parents d'élèves. Eh bien, cette unicité de la représentation, elle peut limiter la capacité à dire, à dénoncer des crimes parfois. Et puis, je voudrais aborder avec vous, là, cette fois-ci, à une échelle bien plus large, et je crois que c'est peut-être celle qui va nous intéresser parce que c'est celle sur laquelle nous pouvons, je crois, agir, en tout cas comme parlementaires. Je considère que c'est là qu'il y a un levier d'action. Il y a une explication politique à une situation qui a conduit pendant des décennies et des décennies à ce que, notamment, aucun contrôle de la part de l'éducation nationale, de la part des services de l'État, pour aller vite, ne soit intervenu dans ces établissements, alors même que ces contrôles sont prévus par la loi. Le Code de l'éducation les précise en principe la fréquence, l'objet, mais pendant 40 ans, disons que ces 40 dernières années, quasiment aucun contrôle n'a été engagé dans ces 7500 établissements privés sous contrat. Pourquoi? Je crois parce que c'est exercé jusqu'à très récemment, sans doute jusqu'à les travaux de notre commission d'enquête. Avant les travaux de notre commission d'enquête, un rapport de la Cour des comptes qui portait sur la question du financement de ces établissements, une mission d'information parlementaire que moi-même j'avais conduit avec un autre député Renaissance, les travaux du ministre Pape Ndiaye. Je suis très critique de la portée qu'il leur donnait, mais qui avait commencé à interroger les obligations de ces établissements privés sous contrat. Et disons qu'avant cette période très récente, il était impossible d'aborder cette question. Poser la question de la place de l'école privée dans notre pays, alors que cette place est centrale dans notre système éducatif, c'était immédiatement recevoir l'accusation infamante de vouloir rouvrir la guerre scolaire. Évidemment, vouloir rouvrir la guerre scolaire ou vouloir participer à une guerre, c'est jamais une position qui est très favorable dans le débat public. Et cette accusation, pendant 40 ans, depuis 1984 et de grandes manifestations qui portaient sur ces questions à l'époque dans notre pays, elle a fonctionné comme un véritable rayon paralysant, empêchant toute transformation, toute réforme, mais tout débat, tout simplement à propos de la question de l'école privée, de sa place, de son fonctionnement et du regard de l'État sur ces établissements. Et cette pression politique extrêmement forte, elle a eu des conséquences très directes, très concrètes sur les acteurs publics, sur les acteurs politiques, sur une série de ministres de l'Éducation nationale successifs qui ont laissé de côté cette question si délicate à aborder parce que craignant eux-mêmes de se voir accusés de vouloir rouvrir la guerre scolaire. Et sous les ministres, de très hauts fonctionnaires, des recteurs, des inspecteurs d'académie, et puis directement sur le terrain, des inspecteurs de l'éducation nationale qui, par autocensure ou par crainte d'être eux-mêmes pris dans ces accusations de guerre scolaire, n'ont pas assumé les missions qui pourtant sont les leurs.
Et je veux dire que peut-être c'est à quoi a contribué donc cette commission d'enquête et plus largement ce mouvement dans notre pays depuis quelques mois, quelques années, 1 ou 2 ans maintenant. Peut-être que nous sommes en train de sortir de cette période durant laquelle donc il était impossible d'aborder ces questions. Il y a une porte qui s'est entrouverte, nous avons mis le pied dedans. Pour moi, il s'agit que cet entrebâillement s'ouvre pleinement et qu'aujourd'hui, demain, après-demain, nous puissions, de façon démocratique, avec des regards qui sont nécessairement divers, aborder cette question de la place des écoles privées dans notre pays, peut-être réviser une loi fondamentale qui structure la relation de l'État à ces établissements, la loi dite Debré, qui date de 1959, elle a donc 65 ans, elle est peut-être obsolète, peut-être qu'il faut la repenser. Je considère, moi, on pourra y revenir si vous souhaitez, qu'il faudrait d'abord l'appliquer, elle ne l'est pas appliquée. Mais voilà, peut-être quelques pistes, et je laisse Violette bien compléter ou nuancer ou contredire peut-être mon propos. Pas contredire sur cette première partie. Compléter, d'abord, merci à Paul d'avoir accepté cette invitation des arènes. Merci de nous avoir invités tous les deux, puisque depuis 6 mois, effectivement, tous les deux, on porte ce sujet des violences faites aux enfants pendant des années et encore parfois aujourd'hui, malheureusement, dans des établissements scolaires. Remercier aussi les étudiants de s'intéresser à ces questions-là parce que très souvent on nous a renvoyé à la figure que pour excuser ce qui avait pu se passer dans les années précédentes, que c'était avant. Qu'avant, bon, il y avait des coups, des gifles, c'était pas grave, qu'on comprend que c'était pour faire filer droit les enfants. Et en réalité, le avant, il n'est pas il y a si longtemps. Dans les années 70, 80, à cette époque-là, déjà, il était interdit de frapper un enfant quand on est parent, quand on est enseignant. Il est interdit de faire une violence faite aux enfants. Et dans plein de familles, aucun enfant ne se faisait ni humilier ni frapper. Et donc, quand c'était des violences récurrentes, et je parlerai aussi, notamment par rapport à l'introduction, de violences psychologiques, d'humiliation, de violences physiques, de torture et de viols ou violences sexuelles, répétées pendant des années par un groupe d'agresseurs dans certains établissements très isolés, j'y reviendrai. On était sur une violence qui était cachée par la société parce que oui, beaucoup d'enfants ont quand même parlé et beaucoup d'enseignants ou de parents ont osé briser le silence, prendre la parole, mais ils n'ont pas été entendus ou le système a étouffé, parfois par son complicité, mais le plus souvent par son inefficacité, les violences qui avaient pourtant été dites par certains. Donc moi, je ne veux plus entendre il faut uniquement la libération de la parole, parce que bien sûr qu'il faut continuer, on sait que beaucoup d'enfants ne peuvent pas parler, ou d'adultes ne peuvent pas parler encore de ce qu'ils ont vécu comme enfants, de par la souffrance qu'ils vivent encore aujourd'hui. En revanche, beaucoup ont pu le faire. Beaucoup ont eu le courage de le faire, et ces personnes courageuses, qu'ils soient victimes, qu'ils soient lanceurs d'alerte, qui n'ont pas trouvé dans la société et dans la réponse de l'État, puisque c'est bien l'État qui a la mission d'éduquer les enfants aux côtés des parents, une réponse qui a permis de les protéger. Sur le sujet des établissements privés hors contrat, oui, c'est la majorité des cas qui ont été signalé à notre commission d'enquête. Bien sûr, le cas très médiatique de Notre-Dame de Bétharram, dans lequel le Premier ministre a été mis en cause directement par Paul Vannier à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'autres établissements catholiques sous contrat, mais aussi d'autres types d'établissements. Et donc notre périmètre de commission d'enquête a été défini dès le vote de la création de la commission d'enquête aux établissements privés sous contrat, qu'ils soient catholiques ou d'autres confessions religieuses, mais aussi aux établissements privés hors contrat, donc qui n'ont pas de financement de l'État pour enseigner aux enfants. C'est le cas, par exemple, très longtemps du village de Riaumont, dans le Pas-de-Calais. Et puis aux établissements publics. Et nous sommes allés avec Paul au lycée Bayen à Châlons-en-Champagne. C'était le cas d'un agresseur, d'un professeur des arts du cirque, qui pendant des années, donc c'était un seul agresseur, c'était pas systémique dans l'organisation, mais qui pendant des années a commis des violences sexuelles et des viols sur des jeunes dans un cadre de sport-études un peu, ou d'art-études un peu isolé, qui a laissé faire, malgré le signalement de la lanceuse d'alerte Marie-Pierre, pendant des années, ce type de violence, et c'est très récent, c'est dans les 5-10 dernières années. Donc ça peut encore exister, heureusement,
l'organisation des établissements privés sous contrat dans lesquels il y a eu le plus de signalements. On a eu 80 établissements dans lesquels il y a des signalements sur 50 départements en France, donc on est bien sur un phénomène sur toute la France et pas que dans le sud-ouest. Dans la plupart des cas, les cas les plus importants en nombre de plaintes, c'est souvent des établissements catholiques, privés hors contrat ou sous contrat, souvent sous contrat, dans lequel le contrôle de l'État n'a pas eu lieu pour les raisons qu'a expliqué Paul. Peut-être dire un mot sur le fait que si aujourd'hui, cette libération de la parole et cette libération de l'action que nous attendons pour que des choses changent dans le contrôle de l'État, elle est possible par quelque chose d'assez particulier dans notre commission d'enquête. J'en parle parfois avec des journalistes, mais aussi avec d'autres collègues députés qui ont mené des commissions d'enquête. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial dans la commission d'enquête sur le contrôle de l'État sur les violences scolaires? D'abord, c'est qu'elle avait un format particulier. Pour les étudiants de sciences politiques, c'est une curiosité particulière, c'est à l'initiative de Paul Vannier. Il a trouvé quelque chose qui n'avait jamais été fait dans la Ve République, c'est-à-dire demander à la commission culture, à la commission permanente de la culture et de l'éducation, de se transformer en commission d'enquête. C'est-à-dire que ce n'était pas sur le droit de tirage habituel des groupes politiques qui peuvent avoir un nombre de commissions d'enquête dans l'année. Qu'est-ce que ça change? C'est que dans le cas de cette commission permanente qui devient une commission d'enquête pendant 6 mois, elle arrête ses autres travaux, elle se consacre avec les 70 membres de tous les partis à la commission d'enquête, et ça change qu'il y a 2 co-rapporteurs de la majorité et de l'opposition. Les autres commissions d'enquête, c'est un rapporteur et un président. Et donc c'est très transpartisan. Donc première spécificité. Deuxième spécificité, l'implication de François Bayrou par les 3 QAG successifs de Paul Vannier qui ont beaucoup fait couler d'encre et qui ont donné un éclairage médiatique extrêmement fort, qui a donné un certain élan autour du lancement de cette commission d'enquête, puisqu'elle a été votée, en tout cas dans sa création, à l'unanimité. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé qui est tout à fait unique, je crois, et en tout cas qui nous permet d'espérer dans la mise en œuvre pour les recommandations. C'est une sorte de voie commune pour les parlementaires que nous sommes, très opposés, mais ensemble sur une cause. Les médias, qui avaient fait un travail depuis des années, tu l'as cité, vous l'avez cité, la presse régionale, Sud-Ouest, La Voix du Nord dans le Pas-de-Calais, mais aussi la presse nationale, et qui n'avaient pas percé le mur du son. Donc les parlementaires, les médias et les citoyens, avec des associations de victimes, Bétaram, Riomont, qui ont commencé à se former, et puis plein d'autres qui se sont formés pendant notre commission d'enquête. Et ce triptyque d'acteurs qui vont dans le même sens, c'est pas si souvent. Souvent on s'oppose. Souvent, on est l'un contre l'autre. Et je crois que tout ça permet finalement quoi? Oui, l'exposition médiatique, mais au service de quoi? Au service d'un nouvel espoir, quand même, d'une action publique qui puisse être très forte, c'est-à-dire les modifications sur la loi Debré, sur le code de l'éducation et toutes celles qu'on a mises dans les recommandations, et puis l'action concrète commune de la société, des parlementaires. Et c'est peut-être ça qui est très différent des 50 années dernières où tout ça ne s'est pas produit au bon moment et avec la même maturité entre ces différentes parties prenantes. Merci beaucoup pour vos réponses qui étaient très claires. J'aurais posé une question sur les victimes. Donc, les témoignages des victimes durant les auditions de votre commission d'enquête ont été un temps fort. Est-ce que vous vous attendiez à l'ampleur de ce phénomène et du nombre de personnes qui avaient été impactées? Avez-vous des recommandations pour leur prise en charge et la pleine reconnaissance de ce préjudice? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces victimes? Merci. Peut-être d'abord, je vais parler des victimes, mais saluer les victimes qui sont dans la salle. On a des associations de victimes, en particulier des victimes de Riomont, du village de Riomont, qui nous suivent depuis longtemps et qui sont présentes. Donc c'est un peu délicat, je trouve, de parler de leurs émotions et de leurs souffrances en leur présence. Elles en parleraient certainement mieux. Dire que on ne s'attendait pas à la vague, à la fois le nombre de personnes, le type de violence, le nombre d'établissements, le temps sur lequel ça a duré. Moi, j'avais peut-être
une sensibilité particulière liée au fait que j'avais rencontré l'une des victimes du village de Riaumont à ma permanence à Bondu, pas loin d'ici, qui était venue me parler d'un autre sujet. Et qui m'a sensibilisée sur le village de Riaumont dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire finalement je me rends compte, après toute la commission d'enquête, que je connais plein de gens qui sont passés par Riaumont, on m'en parle beaucoup, qui sont ici dans la métropole lilloise, qui ont 65, 70 ans, qui ont été soit enseignants, soit élèves surveillants. Et donc après cette rencontre, j'ai lu sur le village de Riaumont, parce que les médias avaient fait leur travail en local. Il y avait énormément de sujets, la justice avait été saisie, les juges pour enfants, c'est une histoire effroyable. Et j'ai lu le livre d'Ixelles de la Porte, qui est un livre d'enquête, d'investigation d'une journaliste pendant 6 ans, sur toutes ces victimes de Riaumont, avec des témoignages extrêmement déchirants. Donc à Riaumont, c'est la violence psychologique, les humiliations, taper sur les plus fragiles, isoler les fratries, des tortures, des travaux forcés la nuit dans un hiver glacial, des violences sexuelles, des viols, et vraiment pendant des années sous formes différentes, mais avec toujours la même constante, c'est-à-dire l'enfermement. C'est une des réponses aussi au sujet de l'omerta, dans un établissement avec une congrégation très fermée, éloignée parfois des parents. Au village de Riaumont, c'était des enfants placés par l'État, éloignés donc des parents, ce qu'on a retrouvé beaucoup à Bétarame et à d'autres endroits, dans des internats, parfois dans des villages un peu éloignés, qui faisaient que l'enfant n'avait pas contact avec d'autres adultes que les adultes encadrants ou les élèves surveillants qui violentaient eux-mêmes, devenaient violents en surveillant les autres élèves. Donc beaucoup de souffrance à laquelle je m'étais un peu préparée avec ce livre, mais c'est vrai que l'audition, et je laisserai Paul en parler, la première audition, elle a été très marquante. On a choisi tous les deux, et c'est là aussi qu'a démarré très vite la bonne mise en phase de notre modalité d'action, c'est que naturellement, tous les deux, on a un peu résisté à l'administration quand ils nous ont proposé tout un calendrier de déroulement des auditions. Et ils nous ont proposé d'auditionner les administrations, les hauts fonctionnaires, les organismes transverses, les ministres, et puis ensuite les victimes. Et donc nous, on a dit, on veut commencer par les associations de victimes, par la parole des gens, par le terrain, on veut aller sur le terrain. Et ensuite, on posera les bonnes questions à ceux qui doivent agir aujourd'hui, ceux qui n'ont pas agi avant, pour améliorer le système. Donc c'est forcément très marquant, et on arrête là. Alors il y a des données statistiques qui existent, qui ont été produites par des organismes qui ont joué un rôle très important. La Civis, par exemple, qui nous dit que 5 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans notre pays ont été victimes d'abus sexuels, d'agressions sexuelles dans leur enfance. Il y a la SIAZ, qui est un organisme qui a été mis en place par l'Église, qui dit que dans l'Église, 300 000 personnes ont été victimes d'abus sexuels, dont à peu près un tiers en milieu scolaire. Donc, des données qu'on a au départ, qui nous renseignent sur le caractère massif des violences dont on parle. Et là, on évoque uniquement les violences sexuelles. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques, il y a la torture, il y a le fait d'affamer des enfants. Mais ces statistiques, elles prennent une toute autre dimension quand on rencontre des victimes. Et Violette l'a dit, nous avons commencé nos travaux par l'audition de 7 collectifs de victimes. Pendant les 4 mois de la commission d'enquête, 80 collectifs de victimes se sont créés partout en France. Et nous avons rencontré à chaque étape ces hommes, le plus souvent, ces femmes parfois, qui avaient été l'objet des crimes des pires agresseurs. Certains venant à notre rencontre, nous attendant, sachant que nous étions en déplacement dans telle région pour venir contrôler telle institution. Et je dois vous dire que pour moi, une précaution a été prise au début de cette conférence, mais ces rencontres et ces échanges m'ont à chaque fois plus bouleversé qu'au départ. Et que il est plus difficile pour moi aujourd'hui d'échanger autour de la réalité du témoignage de ces violences que cela l'était au départ. Parce que ces violences sont insoutenables et parce qu'il y a quelque chose de terrible à en retrouver les mêmes motifs. Je suis frappé d'abord par le courage et la force. Souvent, ce sont des caractéristiques, des qualificatifs qui nous sont reprochés, mais il y a une force, une dignité et un courage chez celles et ceux qui parlent.
qui ont été souvent l'objet de sévices qui sont très semblables, qui ont été confrontés aux mêmes réactions. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la portée de ces violences sur des vies toutes entières. Les victimes que nous avons rencontrées, le plus souvent, elles ont 50, 60, 70, 80 ans parfois. Et elles ont donc vécu des violences il y a 40, 50, 60 ou 70 ans, et pourtant, elles sont toujours complètement traversées par elles. Cette portée de la violence sur des vies toutes entières, des vies affectives, des vies sentimentales, des vies professionnelles, avec des effets sur la santé mentale, sur la santé physique. Découvrir la portée de ces violences, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas et quelque chose qui m'a profondément, comme homme, transformé, mais aussi comme député. Et puisque la question est comment répondre, reconnaître ces victimes, j'y viens comme parlementaire. Il y a d'abord des gestes symboliques qui doivent être assumés, et nous y appelons dans le rapport. L'État doit dire que ces violences ont existé. L'État doit dire qu'il a été défaillant à les détecter, à les faire cesser. Et des gestes simples, mais importants, comme le dépôt de plaques commémoratives, par exemple, doivent être réalisés. Mais quand vous discutez avec ces victimes, très souvent, quand elles prennent la parole, et je vous l'ai dit, des décennies parfois après les violences dont elles ont été l'objet, elles se heurtent au mur terrible de la prescription. Et c'est là où moi, comme député de la France Insoumise, c'est important de rappeler ça, parce que moi, ça me structure. J'ai un rapport politique à la société dans laquelle je suis, et des réflexions sur ces questions, et bien sûr sur les enjeux, notamment de surenchère pénale, sur le risque de la surenchère pénale qui peut accompagner une évolution de la loi sur la prescription. Mais la rencontre avec les victimes a fait changer mon regard. Un enfant n'a pas les ressources pour manier le code pénal. Il y a des phénomènes d'amnésie traumatique qui sont documentés et qui conduisent pendant 20 ans, 30 ans à écarter des souvenirs terribles. Et aujourd'hui, je m'interroge sur l'effet de cette prescription qui rend impossible les poursuites et qui donc rend impossible la justice qu'attendent les victimes. Et je crois qu'il y a là quelque chose sur lequel il faut travailler. Je vous le dis de façon très transparente, ma conviction n'est pas encore faite, mais nous avons ensemble appelé à ce qu'un travail soit engagé à l'Assemblée nationale, très vite, permettant à tous les députés, dans tous les groupes politiques qui tous sont traversés par ce débat, eh bien, de disposer des arguments, des éléments pour envisager une éventuelle évolution de la loi sur ces enjeux de prescription. Je crois qu'il faut faire évoluer les choses. Je crois que la société aussi, au-delà des victimes, doit pouvoir dire, 40 ans, 50 ans après la commission d'un crime, même si le criminel n'est plus là, parce qu'il est parfois décédé, que ce crime a eu lieu, qu'il y a des victimes, et que ce crime est insupportable à notre société. Voilà par exemple une réponse, parmi d'autres bien sûr, puisque nous faisons 50 recommandations dans ce rapport et que toutes sont cohérentes les unes avec les autres. Juste peut-être un petit complément, puisqu'on est complémentaires, sur le sujet des plaques commémoratives. Il y a un sujet qu'on n'a pas assez approfondi, et il y en a beaucoup qu'on n'a pas assez approfondi dans le temps qui nous était imparti pour la commission d'enquête, c'est le sujet du suicide des anciennes victimes. Il a été effleuré, ça, parce que, en fait, sur des générations entières de victimes d'année en année qui ne se sont pas connues entre elles. Un CM2 qui n'a pas connu le CE2 et qui se retrouvent aujourd'hui difficilement par Facebook, par les réseaux sociaux pour se constituer en collectif de victimes. On voit que commencent déjà à se structurer ces collectifs, parfois difficilement. Il y a des témoignages qui nous ont été apportés de gens qui nous ont demandé de leur expliquer comment faisaient les autres collectifs pour s'organiser, pour se retrouver après toutes ces années dont tu as parlé. Et du coup, il commence à poindre le sujet que plusieurs d'entre eux se sont suicidés. Plusieurs sont tombés dans les addictions, dans la dépression profonde, ils sont encore aujourd'hui. Et ce sujet-là n'est pas documenté. Je pense que le travail que nous avons mené va amener certains sociologues, certains chercheurs à commencer à travailler de façon systémique sur les établissements scolaires en France et
et comment ces violences ont pu conduire à la disparition de camarades. Mais donc le sujet des plaques commémoratives, c'est un sujet extrêmement important. Et si on a parlé aussi d'un fonds d'indemnisation, notamment pour aider à financer des séances de psychologues à des personnes qui soit elles-mêmes en ont besoin à 50, 60 ans, ou dont les enfants sont traumatisés par la violence du parent qui lui-même a été violenté, tout ça, ce fonds d'indemnisation, il est important pour beaucoup, mais ce qu'elle nous demande vraiment, c'est la reconnaissance de l'État, c'est une parole publique. Je crois qu'on y a, par notre duo transpartisan, contribué. Certains nous en remercient. Mais un parlementaire, ce n'est pas la même chose qu'un gouvernement ou qu'un président de la République. Et moi, je continuerai, aux côtés de Paul, à militer pour qu'il y ait une reconnaissance officielle des victimes de ces violences dans des établissements scolaires financés par l'État, où l'État a manqué à son devoir de contrôle. Voilà, c'était la petite chose complémentaire que je voulais amener sur ce sujet. Donc, vous avez évoqué, Paul Vagné, la loi Debré qui était à modifier ou à revoir. Vous avez évoqué aussi le statut des hauts fonctionnaires qui n'est pas assez contrôlé. Donc dans votre rapport parlementaire, vous émettez, il me semble, 50 mesures pour remédier aux dysfonctionnements forts qui ont mené à la couverture, à l'omerta, au fait que tous les problèmes de ces victimes soient cachés. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter certaines recommandations les plus importantes et nous donner les grands axes d'action que vous préconisez? Alors, je vais volontairement aller vers une de ces recommandations. Elles sont toutes essentielles, je crois. Beaucoup portent sur le renforcement du contrôle, sur des enjeux de formation, sur des enjeux de recrutement, notamment de personnels médicaux, psychologiques, qui sont trop peu nombreux et indispensables à la vie des établissements et à la détection de ces violences, à l'accompagnement des élèves. Mais comme on est à Sciences Po et qu'on a évoqué la loi Debré, je vais aller au cœur du problème politique pour moi. Et une des recommandations que nous faisons est une recommandation de rupture. Revendication, il l'a dit. Mauvaise habitude. Mais c'est une recommandation parlementaire qui, comme ça, est très technique. Je vais la dire techniquement et je vais peut-être vous dire quelle est la portée de cette recommandation qui consiste à faire disparaître une direction du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle la DAF, la Direction des Affaires financières, et à faire en sorte qu'une autre de ces directions, la DGESCO, la Direction générale à l'enseignement scolaire, qui aujourd'hui, au fond, pilote les établissements publics, quand la DAF pilote les établissements privés sous contrat, que cette DGESCO assume la charge du pilotage de l'ensemble des établissements financés sur fonds publics dans notre pays, publics donc et privés sous contrat. Au fond, à travers cette recommandation, il y a la dénonciation d'un état de fait, l'existence dans notre pays d'un ministère bis de l'Éducation nationale. Vous ne le connaissez pas, mais il existe. Il s'appelle le Secrétariat général à l'enseignement catholique. C'est le réseau qui fédère les 7500 établissements privés se revendiquant du catholicisme en France. Et ce secrétariat général à l'enseignement catholique a un poids absolument exorbitant, sidérant dans notre pays, que nous avons en partie dévoilé et découvert en saisissant beaucoup de documents au ministère de l'Éducation nationale. Le secrétariat général à l'enseignement catholique n'a pas d'existence dans nos textes de loi. Je veux dire par là qu'aucun dialogue entre l'État et cet organe n'est prévu par les textes. Le secrétariat général à l'enseignement catholique est décrit comme un lobby dans certaines notes adressées à des ministres de l'Éducation nationale assez récents que nous avons saisis. Et le secrétariat général à l'enseignement catholique, qui souvent affirme qu'il n'a aucun pouvoir, est reçu très régulièrement par les ministres de l'Éducation nationale, en toute opacité, nous n'en avons pas le compte-rendu, pour aborder tout un tas de sujets, les sujets décisifs en matière de politique éducative. Et dans ce dialogue très, très étroit, très fréquent, opaque, dans la coulisse, nous avons découvert que ce secrétariat général à l'enseignement catholique s'était opposé de toutes ses forces au contrôle des établissements privés sous contrat. Vous comprenez avec moi quelle est la conséquence de ce refus du contrôle. C'est notamment Betaram, mais c'est la situation de dizaines et de dizaines d'autres établissements dans lesquels des violences terribles ont pu intervenir, notamment parce qu'il n'y avait pas de contrôle pour les faire cesser. Et nous avons découvert qu'en novembre 2024 encore,
dans un courrier adressé au ministère de l'Éducation nationale, ce secrétaire général de l'enseignement catholique refusait le contrôle, qualifiant un guide du contrôle des établissements privés sous contrat, qui à l'époque était en train d'être rédigé, de, je cite, « manuel de l'inquisiteur ». C'est vous dire la vigueur avec laquelle cette secrétariat s'opposait à ce contrôle. Nous avons auditionné le secrétaire général à l'enseignement catholique, celui d'alors, il a changé, il y a eu beaucoup de changements depuis la commission d'enquête à différents endroits, donc là aussi, qui s'était engagé à l'époque à non seulement au contrôle, à l'assumer, mais aussi à ce qu'un enseignement indispensable, et c'est l'une de nos recommandations, l'EVARS, l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle, soit entièrement dispensé dans les établissements privés sous contrat, comme il se doit d'ailleurs. Ce sont des enseignements qui sont intégrés aux programmes nationaux, et je veux rappeler qu'une des obligations des établissements privés sous contrat financés sur fonds publics est d'appliquer entièrement les programmes nationaux de l'éducation nationale. Cet engagement a été pris par M. Delorme, l'ancien secrétaire général de l'enseignement catholique, et il est remis en cause aujourd'hui par son successeur. Je veux le dire là, nous avons pointé des avancées. Il y a des résistances extrêmement fortes à nos travaux, à ce rapport, et j'ai une grande préoccupation à entendre le nouveau secrétaire général à l'enseignement catholique vouloir adapter cet enseignement, l'accompagner, dit-il, le contextualiser, c'est-à-dire, au fond, l'interpréter. Il n'y a pas d'interprétation possible des programmes de l'éducation nationale, sinon à vouloir les transformer, à vouloir les modifier. Et alors là, il y a une atteinte, pour moi, à la loi Debré, et donc à ce qui fonde le financement public des établissements privés sous contrat. Je vous le disais, elle a 65 ans, cette loi Debré. Elle n'a jamais été révisée, notamment parce que c'est une matière hautement inflammable politiquement. Mais on voit que ce statu quo, aujourd'hui, nous fait parvenir à des limites parce que c'est la santé, c'est la sécurité des élèves qui est en cause, et des limites aussi parce que, de fait, cette loi Debré, elle est aujourd'hui contestée, elle est aujourd'hui non appliquée par une partie des établissements privés sous contrat. Donc il y a probablement là quelque chose, évidemment, à faire évoluer de façon très importante. Et cette recommandation eh bien, ouvre en tout cas ce débat et pose, je crois, le problème pour ce qu'il est et pointe, le cœur du problème. Le cœur du problème est là, sans réduire la question des violences uniquement à ces établissements privés sous contrat, mais nous l'avons dit, l'écrasante majorité des faits de violence qui nous sont parvenus et qui sont documentés sont intervenus dans ce type d'établissement. Il faut donc changer le rapport de l'État à ces établissements. Alors je partage cette analyse. Paul l'exprime avec aussi une culture politique qui est très différente de la mienne. Moi, je suis partie, pas comme ancienne rapporteure. Toi, tu as été rapporteur déjà d'une mission sur le financement des établissements privés sous contrat, et donc avec déjà une analyse très fine de l'application de cette loi Debré. Moi, je suis partie de Lille, de ma circonscription, où il y a beaucoup d'établissements catholiques sous contrat que je fréquente, dans lesquels je vais en tant que députée expliquer la citoyenneté aux élèves, dans lesquels je discute avec des équipes enseignantes, et je suis partie sans a priori. Et ce sans a priori m'a permis d'arriver aux mêmes conclusions que Paul. Je pense que c'est important dans la démarche politique de le dire, parce qu'on nous a accusés, de par parfois le verbe de Paul Vanier, d'être des anticléricaux natifs. Je ne suis pas une anti-cléricale natif. J'ai une culture de l'enseignement privé, de l'enseignement public, en respectant d'abord, et je crois qu'il faut le redire au nom de nous deux, les équipes enseignantes qui enseignent dans ces établissements, notamment catholiques sous contrat, les équipes de direction, dont une grande partie sont venues, y compris dans des réunions publiques sur cette commission d'enquête, contribuer et aider à l'amélioration de ce contrôle. Parce que quand on est enseignant dans un établissement privé catholique sous contrat, déjà en ce moment on se prend la commission d'enquête en termes d'image, c'est pas facile, et on a envie que quand on est confronté à un sujet de violence, notamment intrafamiliale, qui est un autre sujet que nous n'avons pas travaillé pendant la commission d'enquête, ou de suspicion de violence par un encadrant, par exemple, du cadre éducatif de l'établissement,
sur comment on fait un article 40, un signalement au procureur. Est-ce que je dois le signaler à mon supérieur hiérarchique ou est-ce que je fais moi-même directement le signalement? Est-ce que je préviens mon syndicat? Est-ce que je dois plutôt prévenir le conseil départemental pour les informations préoccupantes sur les violences faites aux enfants? Et donc tout ça, on voit bien que tous les adultes qui sont confrontés à ça sont aujourd'hui dans une difficulté de procédure qui, aujourd'hui, certaines existent, mais en tout cas, celles qui existent sont mal appliquées, les enseignants, les encadrants sont mal formés, demandent à être plus formés, et il y a des procédures qu'il faut bien améliorer pour notamment permettre à un lanceur d'alerte, et donc ça fait partie de nos recommandations, à quelqu'un qui a le courage de dénoncer librement, sans peur du jugement des autres, sans peur du jugement de sa hiérarchie, sans peur de ralentissement de sa carrière, parce que vous le savez, on n'est pas beaucoup en France, et en général d'ailleurs dans une culture de la dénonciation pour protéger d'une violence. Vite, dénonciation est mélangée avec délation. Et donc c'est très difficile de dénoncer une violence aujourd'hui. Qu'on soit le camarade de l'élève, et notamment dans le harcèlement scolaire, on a le même système. Donc pour tout type de violence. Et donc tout ça, dans les recommandations qu'on a faites, le signaléduc, le dispositif qu'on propose qui soit centralisé, numérique, et un appel qui ne dépende pas du chef d'établissement, comme c'est le cas aujourd'hui, permet à toute personne qui veut signaler un abus, par exemple par un enseignant, puisse le faire sans crainte de représailles ou de conséquences pour la vie quotidienne autour de lui. Donc ça, c'est une recommandation qui est importante et qui découle de nos travaux communs. Et puis sur le sujet de la réorganisation de l'État, oui, ça sera très dur parce que tout le monde nous l'explique, hein, la DGESCO, c'est l'État dans l'État, hein, c'est le ministère de l'Éducation nationale. La DGESCO-DAF s'est organisée comme ça depuis des années. Donc changer, il faut non seulement une volonté politique, mais il faut des ministres qui restent longtemps en poste parce que c'est une grande transformation interne du ministère de l'Éducation nationale. Et effectivement, nous ne sommes pas dans une période qui le permette facilement. Néanmoins, une autre réforme structurelle que nous proposons dans ces recommandations, qui est une réforme de bon sens, c'est que les recteurs ayant tous les pouvoirs à la fois de contrôle de l'éducation sur le plan pédagogique, sur le plan financier pour la gestion des établissements publics et privés dans les textes, et ayant aussi le contrôle du climat scolaire, il nous semblerait logique que les recteurs aient la signature du contrat d'association entre l'État et l'établissement privé sous contrat et le pilotage de ce contrat. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est le préfet. C'est-à-dire qu'il y a deux têtes. Un établissement privé, il a deux têtes. Une tête qui est un contrat d'association qui est écrit avec un certain nombre de choses à respecter, mais qui finalement est signé par le préfet, mais qui dans les faits, dans ce qu'on a constaté sur le terrain, à Reims, à Pau, dans le Pas-de-Calais, n'est pas l'objet tous les ans d'une revue annuelle de contrat. C'est-à-dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que les programmes sont respectés, est-ce que l'utilisation de l'argent public est respectée, est-ce que le climat scolaire, le respect de la liberté de conscience est respecté. Tout ça n'existait pas pendant des années. Et on se dit que si le pilotage de ce contrat est mis dans la même main que celui qui a les moyens de contrôle, qui peut déclencher des contrôles, on aura déjà une bien plus grande efficacité. Et puis on souhaite en plus que le recteur puisse déclencher beaucoup plus facilement, ça se fait en ce moment aussi grâce, je crois, à la commission d'enquête, d'autres inspections que celles de l'éducation nationale. Dans le cas du village de Riaumont, on voit qu'en 2017, le recteur a essayé de déclencher une inspection de l'inspection du travail, parce qu'il y avait une partie lycée professionnel, et donc de voir si, comme on n'arrivait pas à choper tous les dysfonctionnements du côté éducation, de voir si sur le plan du travail, tout était conforme, de déclencher une inspection de l'agence régionale de santé, des services sanitaires, sur l'hygiène, l'alimentation des enfants. Certains enfants mangeaient de la nourriture périmée, pourrie. De déclencher un contrôle des hôpitaux, si les enfants étaient trop souvent victimes de violences et qu'ils consultaient aux urgences de l'hôpital de Liévin. Et ce recteur, il avait un certain nombre d'inspections, il l'avait fait un peu comme il pouvait, et il a écrit au ministère, pour avoir, au préfet, puis au ministère, pour avoir l'autorisation de faire fermer l'établissement, et il ne s'est rien passé. Parce qu'en fait, ce pouvoir est tellement dilué dans l'organisation aujourd'hui de l'État
que ça ne fonctionne pas. Donc ces recommandations, elles sont issues de ce qu'on a vu qui ne fonctionnait pas, mais aussi de ce qu'on a vu qui fonctionnait bien quand on veut faire des contrôles à 360 degrés. C'est le cas ici à Lille du lycée Averroès, où le préfet, certains l'ont contesté, il y a un dossier qui est en justice, a mis en œuvre tous les pouvoirs possibles pour effectuer les contrôles à 360 degrés lorsqu'il y avait une alerte. Donc, à travers l'exemple d'Averroès, de Stanislas, on a pu démontrer que quand on veut, on peut. C'est-à-dire que, normalement, quand il y a eu toutes les alertes comme à Riaumont ou à Bétarame, il aurait fallu que les alertes fonctionnent, et on propose une réorganisation des responsabilités pour que ça ne se produise plus. Comme on est à Lille, il faut bien sûr qu'on parle du lycée Averroès, parce que ce cas est trop emblématique pour que nous ne nous y arrêtions pas quelques instants. Nous avons décrit ensemble l'absence totale de contrôle sur les établissements privés sous contrat pendant 40 ans. Quand je vous dis total, c'est de mémoire 7 sur 7500 établissements ces 6 dernières années. Le lycée Averroès, qui est un établissement privé sous contrat, a été contrôlé 14 fois en quelques années, par tous les services de l'État, par ceux de l'Éducation nationale, par l'inspection générale de l'Éducation nationale, par l'inspection académique, Follette l'a dit, par le préfet et ses services, par la Chambre régionale des comptes. Un degré d'examen absolument inégalé. On ne peut pas pousser plus loin le contrôle que cela fut le cas à Averroès. Vous avez compris donc que quand on veut, on peut. Quand on veut contrôler un établissement, on peut le faire et on peut déployer des moyens considérables pour y parvenir et mener des contrôles dans toutes les directions. Je fais remarquer au passage que la concentration des contrôles dans cet établissement et dans ce type d'établissement, parce que je dois vous dire que le lycée Averroès est un établissement qui se rattache au réseau musulman. Ce réseau est le plus petit réseau des établissements privés sous contrat de France. Il y a à peine une quinzaine d'établissements privés sous contrat qui s'y rattachent. Ces établissements privés sous contrat musulmans, eux, sont criblés de contrôle. Averroès, c'est le cas dans le Rhône aussi récemment. Quand on veut, on peut. Et quand on concentre tous les moyens du contrôle toujours au même endroit, toujours dans l'établissement privé sous contrat musulman, ils ne sont pas disponibles ailleurs. Ils ne sont pas disponibles à Bétarame, ils ne sont pas disponibles à Stanislas, ils ne sont pas disponibles dans tant et tant d'autres endroits. Ce qui pose la question du rapport que l'État a pour les enfants scolarisés dans des établissements privés qui échappent au contrôle. Et qui est scandaleux pour les droits de ces enfants et la protection de ces enfants. Mais qui par ailleurs révèle quelque chose d'insupportable. Un deux poids, deux mesures inacceptable en République. Où l'État confessionnalise son regard vis-à-vis des établissements privés sous contrat en fonction du réseau religieux auquel il se rattache. Dans la loi, il n'existe pas d'établissement privé sous contrat catholique ou d'établissement privé sous contrat musulman ou juif ou protestant ou ce que vous voulez. Il n'existe que des établissements dits à caractère propre, c'est-à-dire qui ont un projet pédagogique particulier et qui ensuite peuvent solliciter un contrat et donc un financement public. Or, qu'avons-nous découvert ? Que l'État et la République laïque ne regardent pas ces établissements à caractère propre avec les mêmes yeux, dès lors qu'ils sont musulmans, catholiques ou protestants ou juifs. Et ça, c'est inacceptable. Je veux dire, c'est inacceptable du point de vue des principes et c'est inacceptable du point de vue de la conséquence concrète qui conduit à ce que 2 millions d'élèves, eux, soient à l'écart du contrôle. Je veux le dire, ça me révolte profondément, plus encore après que la justice ait rétabli un contrat d'association rompu au lycée Averroès, et qu'aujourd'hui, je dois le dire, la ministre de l'Éducation nationale ait fait appel de cette décision de justice. Il y a, depuis 1959 et le vote de la loi Debré, avant la rupture du contrat d'association du lycée Averroès, il n'y avait qu'un seul établissement privé sous contrat en France, à ma connaissance, qui avait vu son contrat d'association rompu. Un établissement catholique du Sud-Ouest où on pratiquait des saluts nazis. Un seul sur 7500 établissements pendant 65 ans. Ces derniers mois, 2 établissements privés sous contrat se rattachant au réseau musulman ont vu coup sur coup leur contrat d'association rompu. Je me devais de partager avec vous cette information. Et peut-être juste pour rebondir sur ce sujet de la rupture du contrat d'association, il y a tout un passage aussi dans nos recommandations qui propose que ce ne soit pas contrat d'association ou 0 contrat d'association. C'est-à-dire qu'un contrat, lorsqu'il est malmené par
une mauvaise application de la loi ou un mauvais usage des finances publiques, on propose qu'il y ait des gradations de sanctions. C'est-à-dire, par exemple, des sanctions financières, si les règles ne sont pas respectées, une fermeture temporaire, un délai pour pouvoir se remettre aux normes, si c'était des sujets, par exemple, d'accueil des élèves, ou de conditions d'accueil des élèves, ou un internat qui n'était pas aux normes. Et qu'à la fin d'un certain nombre de procédures contradictoires, égalitaires entre tous les types d'établissements, il puisse y avoir une rupture de contrat d'association et de financement. Parce que quelque part, aujourd'hui, c'est tout bien ou tout mal, et forcément avec des moyens d'inspection qui sont très faibles en France. Il y a déjà eu, pendant la commission d'enquête, un engagement du gouvernement à recruter plus d'inspecteurs généraux, à en former plus, et nous on pousse même la demande de moyens pour qu'il y ait des contrôles beaucoup plus fréquents, plus inopinés, avec des élèves qui ne sont pas préparés à l'avance, mais qui puissent être sélectionnés au hasard pour lorsqu'il y a une alerte. Mais sur tous ces sujets-là, il est important de dire que dans le rapport, il y a toute une partie sur la réforme l'évolution de la façon dont les inspections et les contrôles doivent se faire dans tous les types d'établissements, et qui sont d'ailleurs valables aussi pour le public et le hors-contrat. Le hors-contrat, on n'en parlera peut-être pas beaucoup ce soir, est un des sujets de notre rapport qu'on aurait voulu pouvoir plus explorer, parce qu'il se développe actuellement. Il y a énormément d'établissements hors contrat, soumis à tout type d'idéologie, dont certaines peuvent nous paraître dangereuses pour la liberté de conscience, l'esprit critique de l'enfant, le développement de l'adolescence, le respect de son intimité et de ses convictions, et sur lesquelles on alerte aussi l'exécutif avec un certain nombre de recommandations et de précautions. Merci pour cette réponse. Donc, vous évoquez à de nombreuses reprises qu'il est absolument imminent que le gouvernement agisse pour ce thème de la protection de l'enfance et la protection en milieu scolaire. Votre commission d'enquête a fait l'objet d'une certaine réticence d'une partie du bloc central, en amont et en aval. Vous avez auditionné François Bayrou sur sa responsabilité dans l'affaire Betaram, dont la presse révèle qu'il était au courant des événements de Betaram depuis les années 90. Que tiriez-vous de l'attitude de François Bayrou durant cette audition ainsi que l'attitude de son parti de la réception de votre rapport? Tu veux commencer, Violet? Oui, je vais commencer. Après, je me suis déjà beaucoup exprimée sur ce sujet. L'audition, ça n'a pas été pour moi le moment le plus facile, bien sûr, mais le plus réussi de notre commission d'enquête. Je le dis avec du recul aussi, parce que je suis en train d'écrire tout ça. Cette audition du 14 mai, qui a duré 5h30 avec le Premier ministre, elle s'est transformée en toute la première partie en une sorte de duel d'homme à homme entre François Bayrou et Paul Vannier, que François Bayrou a largement impulsé en ne s'adressant qu'à lui, en ne s'adressant pas aux femmes de la commission, Fatia Kelwahachi, la présidente de la commission, et à moi-même, et en voulant installer un rapport de force extrêmement masculin, agressif. Alors on peut comprendre qu'accusé d'autant de responsabilités, il soit en force sur ses arguments et ses démonstrations, mais la façon dont le dialogue s'est passé a donné une image à l'ensemble des Français que notre commission d'enquête n'était que l'audition de François Bayrou. Parce qu'une grande partie des Français découvraient ce qu'était une audition de commission d'enquête. C'était la seule audition qui était transmise en direct sur BFM TV, et je crois France Info et LCP. Ce qui fait que beaucoup de gens, après, nous ont dit « j'ai vu votre commission ». Mais non, vous avez vu une audition sur 140 personnes auditionnées, 6 ministres de l'éducation différents, de bords différents, et tout ça a été un peu masqué par la médiatisation de cette audition. Cette audition, elle a été très difficile, nous en sommes venus à bout, je crois, avec beaucoup de tactique, de ténacité, d'intégrité dans nos questions.
dire que nous avons préparé les questions ensemble, que nous n'avons pas eu de surprise l'un de l'autre sur les questions qui étaient posées. On a négocié quelques points sur la façon d'interroger le Premier ministre. Et c'est une audition, je crois, qui a, avant moi-même, avant les députés, heurté les victimes, qui ne se sont pas senties écoutées et comprises à travers cette audition. Et c'est cela peut-être que je retiens le plus. Après, les sujets de mécontentement de certains collègues, souvent anonymes d'ailleurs, dans des journaux parisiens, jamais face à moi, n'ont fait que renforcer ma détermination. Et je suis restée très attentive aux actions et aux paroles du gouvernement, que ce soit le ministre de la Justice, la ministre de l'Éducation et le Premier ministre jusqu'au vote de confiance. Et c'est la raison pour laquelle je me suis abstenue ce jour-là, et je ne le regrette absolument pas. À toi. D'abord, je partage absolument ce rappel. L'audition de François Bayrou est une parmi une quarantaine d'auditions, des dizaines et des dizaines d'heures d'échanges, déplacements aux quatre coins du pays. Et puis sur ce rapport dont vous voyez qu'il est assez sérieux, il y a une page ou deux peut-être sur cette audition. Ce n'est pas le cœur du sujet pour nous. Le sujet, c'est comment empêcher d'autres bêta-rames, comment protéger les enfants. Et c'était la raison de l'audition de François Bayrou, qui eut égard à... D'abord, il est le Premier ministre de la France, il avait des moyens d'action. Nous l'avons d'ailleurs interrogé sur sa volonté d'en mobiliser, mais aussi à son parcours qui l'a conduit au ministère de l'Éducation nationale dans des années décisives, à la présidence du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à peu près au même moment. Nous attendions de François Bayrou qu'il éclaire la commission d'enquête parlementaire sur un certain nombre de mécanismes qui étaient au cœur de nos interrogations et de nos investigations. De ce point de vue-là, cette audition n'a pas atteint son but. Car, et c'était frustrant, nous n'obtenions moins des réponses que des éléments d'affrontement avec moi-même, mais pas simplement avec moi-même, avec les deux rapporteurs, avec la présidente, avec la commission d'enquête, avec le Parlement même. Il y a dans cette audition quelque chose, moi, qui me frappe, c'est une des têtes de l'exécutif qui, au fond, affronte le Parlement dans l'exercice d'une de ses prérogatives constitutionnelles. Les députés sont là pour contrôler l'action de l'exécutif. C'est la Constitution qui le dit. La commission d'enquête parlementaire leur donne des outils particuliers pour le faire. Il y a comme un refus de la part de François Bayrou de se soumettre à cette règle démocratique. Il y a une sorte de stratégie de rupture, de renversement des termes de la discussion, stratégie très outrancière. Il va jusqu'à brandir un ouvrage qui s'appelle La Meute, qui est un ouvrage de calomnie de la France insoumise, qui n'a rien à faire, je veux dire, dans le cœur de cette audition. Mais moi, ce que j'en retiens, et je pense que c'est une clé d'explication qui peut nous permettre de revenir dans ces années 90 et qui peut nous permettre d'avancer dans la discussion de la responsabilité de François Bayrou au moment où commencent à apparaître des témoignages de violence à Betaram, au moment où il a les moyens d'agir et au moment où il ne fait rien pour les faire cesser. François Bayrou, dans cette audition, va se révéler être empreint d'une culture de la violence. Il se comporte de façon agressive, mais il revendique une violence sur les enfants en minimisant la portée de certains gestes qu'il va décrire, je le cite, comme des claques éducatives, des tapes non violentes, ce qui sont des expressions qui sont insupportables, notamment quand on a donc travaillé sur ces questions et qu'on sait la portée que peut avoir une claque. Qu'on sait qu'une claque peut dissimuler des gestes plus graves, que la violence physique est là pour sidérer des victimes, pour sidérer des témoins et pour dissimuler la violence sexuelle parfois. Et entendre dans cette audition François Bayrou revendiquer cette culture de la violence sur les enfants a quelque chose de profondément choquant. C'est un message terrible qu'il adresse au pays, aux millions de Français qui regardent en effet sur toutes les chaînes cette audition, en légitimant des gestes qui doivent être dénoncés. De même, quand il va s'en prendre à Madame Françoise Gulung, la lanceuse d'alerte de Betaram, il va adresser un terrible message d'intimidation, appelant toutes celles et tous ceux qui pourraient être aujourd'hui témoins de violence à se taire, sinon à risquer un jour d'être la cible d'un Premier ministre sur toutes les chaînes d'information devant le Parlement.
Moi, je retiens donc cette violence qui empreint le Premier ministre et qui, pour moi, est une des clés d'explication de son comportement dans les années 90 et aujourd'hui. Après, il y a la question du mensonge, qui est évidemment pour moi au cœur des déclarations de François Bayrou à partir du mois de février 2025 jusqu'à cette audition, dans laquelle, si vous le souhaitez, nous pourrions revenir. Il y a un mensonge qui, pendant cette audition, m'a conduit à saisir la présidente de la commission d'enquête, considérant qu'il s'était parjuré devant notre commission, et il s'exprimait sous serment. Et quand on se parjure, on s'expose à des poursuites judiciaires. J'ai considéré que la justice devait être saisie. Elle ne l'a pas été par la présidente de la commission d'enquête. Mais voilà ce que j'en retiens, en même temps que pour peut-être dessiner quelque chose de plus positif. J'en retiens 2 députés qui ont fait leur travail de rapporteurs. Et je veux revenir à cette fonction parce que nous sommes des parlementaires engagés, Violette et moi, dans des camps très différents, très opposés. Et ces différences ont été très utiles à la commission d'enquête. Le regard de Violette n'est pas le même que le mien. Ce qui matrice ou accompagne notre regard sur un certain nombre de réalités n'est pas le même. Ça a été extrêmement utile au croisement de nos questionnements et aux échanges et aux auditions que nous avons conduits. Et je perds le fil de ce que je voulais dire. Rapporteur d'une commission d'enquête, voilà. C'est un rôle très important. C'est un rôle essentiel parce qu'il s'agit de rapporter des faits, des éléments pour l'ensemble de nos collègues. Et je crois que c'est ce qui explique à la fin que notre rapport a été adopté à la quasi-unanimité par des députés de bords très divers, vous le savez, dans une assemblée qui est fragmentée. Et je veux terminer en rendant hommage à Violette Spielbout, que je ne connaissais pas avant de débuter ses travaux. Et je ne veux pas la flatter. Mais je veux quand même dire que j'ai rencontré une parlementaire et une femme qui, du premier au dernier jour, et même au-delà, parce qu'elle a rappelé quel a été son vote au moment de la confiance que le Premier ministre sollicitait, a joué à chaque instant ce rôle de rapporteur au service de l'intérêt général de la commission d'enquête. Je veux vous dire qu'on a travaillé chaque jour dans une parfaite confiance, dans une parfaite liberté partagée, sans jamais chercher l'un ou l'autre à empêcher quoi que ce soit. Et c'est probablement ce qui explique aussi que nous sommes parvenus à ce rapport, à ces recommandations, à cet accueil, et que nous allons continuer, ensemble, elle et moi, dans les semaines et dans les mois qui viennent, à agir pour faire changer les choses véritablement.